La radio des aigles. Chers auditeurs et auditrices, bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Je m'appelle Adam Bouhali et je serai votre hôte aujourd'hui pour l'émission spéciale de la radio des aigles et la Interview. Durant cette émission, nous essayons de convier des invités de marque afin qu'ils puissent partager avec nous leur histoire, leur expertise, mais surtout leur expérience, dans l'espoir que cela puisse vous motiver, mais aussi vous inspirer. Aujourd'hui, nous nous retrouvons afin de découvrir ensemble une partie majeure de l'histoire de notre école, dans le cadre du 40e anniversaire de l'établissement, et afin d'avoir une perception profonde et précise sur le sujet, nous avons l'énorme plaisir d'accueillir aujourd'hui parmi nous le directeur général des campus El Araki, M. Younes Ntaouelelak. Monsieur Younes, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'appel. Merci de m'avoir invité, c'est un plaisir. Alors, tout d'abord, et pour commencer en douceur, nous vous connaissons certainement en tant que directeur général, mais à mon goût, nous avons très peu d'informations sur votre parcours en tant qu'étudiant et en tant que lycéen. Et pour commencer en douceur, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur cette partie de votre vie? Très bien. Encore une fois, merci pour l'invitation. Honnêtement, moi, je vous félicite encore pour la relance de la Radio des Aigles, qui était une initiative qui avait été prise par vos camarades avant, pendant la période du Covid, et qui avait connu un grand succès, parce que c'était aussi une manière d'animer la vie scolaire pendant cette période de confinement, où on se voyait pas nécessairement, et forcément on était chez nous, on se voyait pas à l'école. Et ça permettait aux élèves de rester en contact aussi à travers cette radio des aigles qui avait été lancée suite à l'initiative de vos camarades. Et la réaviver aujourd'hui, la relancer est une excellente initiative et je vous souhaite beaucoup de succès avec votre radio. Maintenant, par rapport à la question, alors comme n'importe quel enfant, j'avais des rêves aussi. Donc des enfants rêvent d'être médecin, pompier. Alors moi je rêvais, comme beaucoup certainement, d'être pilote quand j'étais enfant. Donc depuis l'école primaire, depuis mon enfance, c'est ce que je voulais faire. Et ça a continué jusqu'à un certain moment. Mais en tout cas, je voulais vraiment devenir pilote. Pilote de chasse? Non, pilote de ligne. Pilote de ligne. Je voulais faire pilote de ligne. À un certain moment, bien évidemment, j'ai eu cette réflexion. Est-ce que ça va être pilote de chasse ou pilote de ligne? Mais ce que je voulais, c'est parce que j'aime voyager, j'aime, comme beaucoup d'enfants certainement, voler. Donc, je voulais devenir pilote. Il faut savoir que j'ai été scolarisé très très jeune. Moi, j'ai été au CP, donc C1 actuellement à l'âge de pratiquement 5 ans. Et donc, après, j'ai eu mon baccalauréat à peine à l'âge de 17 ans. Mais ça, je vais y revenir. Alors, le fait de vouloir devenir pilote, c'est ce qui a motivé après mes choix. Et c'est ce qui a motivé mon choix pour les sciences mathématiques. À l'époque, au collège, on va dire que j'étais un élève relativement moyen, pas très très bon. Mais au fur et à mesure que j'avançais dans le collège, cette idée de devenir pilote commençait vraiment à germer dans ma tête et je commençais à poser des questions. Et j'ai su, bien évidemment, à l'époque que pour faire ça, il fallait passer par Sciences Maths. Donc j'ai dû aller faire Sciences Maths à partir de la 5e année, donc l'équivalent du tronc commun aujourd'hui. Et j'ai fait mon lycée, j'ai fait option sciences mathématiques. À l'époque, il n'y avait pas Sciences Maths A, Sciences Maths B, etc. C'était Sciences Maths au lycée. Après quoi, j'ai intégré les classes préparatoires parce que c'était la voie pour justement devenir pilote. Il fallait faire 2 années de classe préparatoire, puis après intégrer l'EPL ou l'école des pilotes de ligne à Casablanca pour devenir pilote de ligne, où il fallait, à l'issue des classes préparatoires au baccalauréat, il fallait choisir justement soit les classes préparatoires militaires, soit les classes préparatoires civiles. Classe préparatoire militaire pour devenir pilote de chasse, c'est là où j'ai dû choisir justement, et j'ai préféré aller vers les classes préparatoires civiles pour devenir pilote de ligne. Alors ça c'est en ce qui concerne le lycée. Quand j'ai intégré les classes préparatoires, pour moi c'était pour ça et pas pour autre chose, pas pour devenir ingénieur, ni pour aller dans une école d'ingénierie. Bon, l'ingénierie à la rigueur, je dirais que je ne savais même pas ce que c'était, hein,
pour être honnête. Il faut savoir qu'à l'époque, on n'avait pas d'Internet, on n'avait pas d'informations nécessairement. Donc, bon, quels étaient les types d'ingénierie qui existaient et tout ça, on savait pas. Et alors, j'intègre les classes préparatoires, Ibn ici à Marrakech. J'avais hésité à un certain moment pour soit je reste au Maroc, soit je vais à l'étranger, mais puisque je voulais faire pilote, donc je suis resté ici. Et pendant la première année, Matsup, alors tout au long de cette année, on commençait à avoir des informations par rapport aux perspectives d'après les classes préparatoires. Et puis, il y avait l'école des pilotes de ligne à l'époque qui lançait des informations, qui envoyait des informations qui n'étaient pas toujours, on va dire, homogènes. Parfois, ils disaient que l'école allait fermer, qu'ils allaient plus recruter parce qu'ils n'avaient plus besoin de pilotes. À chaque fois, on n'avait pas de visibilité sur l'information. Et à un certain moment, ça commençait vraiment à devenir déprimant. Vraiment déprimant parce qu'on n'avait pas de visibilité par rapport à l'issue de la formation. Est-ce que j'allais vraiment pouvoir intégrer l'école des pilotes de ligne? Après, bien évidemment, on comprend au fur et à mesure que ce n'est pas évident, que tout le monde n'est pas choisi, qu'il suffit juste, c'est ce qui se disait à l'époque, hein, d'avoir un petit souci de santé ou de porter des lunettes pour ne pas y aller. Et donc, il fallait être d'une certaine taille. Donc, toutes ces informations-là perturbaient justement ce rêve d'enfant qui était le mien. Et ce qui a fait que ça a perturbé mon parcours scolaire, on va dire, pendant l'année des maths sup. Du coup, à un certain moment, j'ai dû abandonner. Et j'ai commencé à me réorienter vers d'autres passions. J'ai toujours été informaticien autodidacte depuis très jeune. Et donc, oui, j'ai commencé à faire de l'informatique à partir de l'âge de pratiquement 13 ans. D'ailleurs, j'ai pas mal d'anecdotes à raconter à ce niveau-là, mais bon. Après, quand je n'ai pas terminé en classe préparatoire, j'ai postulé pour aller faire des études en France, soit dans une école d'informatique. Et c'est à ce moment-là que je commençais à m'intéresser, on va dire, au business et au management d'une manière générale. Pour dire soit business, soit management, soit informatique, etc. Sauf que, vu que j'ai eu mon baccalauréat très jeune et que j'avais à peine 18 ans à la fin de l'année préparatoire des maths sup et que je suis l'aîné de ma famille, ce n'était pas évident à l'époque. Ma mère et mes parents, ma mère en particulier, avaient beaucoup de peine à me voir partir, on va dire, à l'étranger, à cet âge-là, à l'âge de 18 ans, ce qui n'est pas toujours évident, même actuellement, mais ce n'est pas toujours évident. Surtout à l'époque, parce que bon, c'était différent. Et du coup, mon père m'a convaincu de rester ici, de faire d'abord un bachelor ici, donc en management et en commerce et gestion, et de continuer après, donc avec un master ou avec un doctorat à l'étranger, aux États-Unis ou ailleurs. Donc, c'était ça l'idée. Et donc, c'est comme ça que j'ai intégré l'école supérieure de commerce, Subdeco ici à Marrakech, dans un premier temps. Où j'ai fait un parcours donc en gestion générale avec une spécialisation ou une sorte de spécialisation en 4e année en commerce international. Et il faut dire que à travers cette école-là, j'ai appris à aimer la gestion, le management d'une manière générale. Ensuite, donc, je me suis orienté vers les États-Unis, en Floride plus précisément à Orlando, où j'ai fait mon master. Donc un MBA, Master in Business Administration, avec un minor en marketing, avec un mineur ou une sorte de spécialité, on va dire, en marketing d'une manière générale, parce que c'était une discipline que j'aimais beaucoup. Voilà, donc donc pour mon parcours d'étudiant, c'est un petit peu ça. Oui, donc je vois que c'est un parcours plein de rebondissements. Et je pense que vous avez mentionné l'informatique. Ouais. D'après mes informations, vous avez débuté en tant que prof d'informatique. Tout à fait. C'est ça? Tout à fait. Et ça nous mène à ma deuxième question, qui est à quel âge avez-vous reçu le poste de responsabilité au sein de l'école, quand vous avez passé le cap? Alors, très bien. Alors, moi, j'ai terminé mon master, on va dire, vers décembre 99. Alors, vers l'âge de 24 ans et demi à peu près, même pas 25 ans, 24 ans et demi. Alors, quand j'ai terminé mon master, ou vers la fin, avant d'avoir mon diplôme, je commençais à avoir des offres d'emploi
aux États-Unis. Je commençais à réfléchir, est-ce que j'allais continuer, est-ce que j'allais travailler aux États-Unis. Je pensais pas rentrer, pour être honnête, je pensais pas rentrer à l'époque, à cet instant-là en particulier. Et j'avais eu une offre assez intéressante. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça risque d'être trop long. J'avais appelé mon père pour lui expliquer que j'allais commencer à travailler aux États-Unis. Et bon, on avait fait une réunion. Il était venu, lui, à New York. Moi, je m'étais déplacé. On s'était retrouvés dans les fameux Twins qui sont tombés en 2001. Là, c'est là où on a fait notre première réunion de travail, on va dire, qui a duré 2 ans. Bon, il a tout fait. Il a essayé de me convaincre de continuer sur mon PhD, sur mon doctorat. Et moi, honnêtement, le doctorat ne m'intéressait pas parce que je ne me voyais pas en tant qu'enseignant ou en tant que d'avoir une carrière, on va dire, universitaire. C'est pas ce qui m'intéressait nécessairement. J'ai eu, par contre, une expérience en tant que professeur, mon dernier semestre aux États-Unis, où j'ai dû enseigner de l'informatique pour les freshmen, donc les élèves qui venaient en école d'informatique, mais pour l'enseigner de la bureautique, in fine, donc du Word, Excel, PowerPoint, etc. Et donc, quand je me suis retrouvé dans cette réunion de travail avec mon père, je crois en décembre 99, au fait, à l'issue de 2 heures de discussion, il m'avait dit quelque chose comme suit. Il m'avait dit que, bon, écoute, in fine, à un certain moment, tu vas devoir rentrer au Maroc et tu vas devoir reprendre l'entreprise familiale, soit pour la gérer, soit pour la vendre. Et dans les 2 cas, tu risques d'avoir un problème, tu vas te faire avoir. Alors pourquoi? Je lui ai demandé. Il dit parce que c'est un métier qui n'est pas simple, c'est un métier qu'il faut apprendre. Alors si tu veux la vendre, tu ne connaîtras pas nécessairement la valeur de l'école et donc tu te feras avoir d'un point de vue purement business. Et si tu veux la gérer, tu ne sauras pas le faire parce que ce n'est pas simple de gérer une école. Et il faut dire qu'il a raison parce que ça, je vais le découvrir par la suite. Et après, il me donne le temps je lui demande un temps pour la réflexion. Et ça m'a pris à peu près 3 mois. Donc pendant 3 mois, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire. Est-ce que je reste aux États-Unis? Est-ce que je rentre, etc. Et j'ai décidé de rentrer, mais j'avais émis un certain nombre de conditions parce que je ne voulais pas nécessairement travailler à 100% à l'école. C'était pas ça qui m'intéressait. Et je m'intéressais beaucoup à l'informatique, en tout cas. Alors, j'ai appelé mon père et je lui ai dit, écoute, je rentre, mais si je rentre, c'est pour le contact que je vais avoir à l'école, je rentre en tant qu'enseignant. Je vais enseigner l'informatique au niveau du collège. À l'époque, il n'y avait pas encore le lycée. Le lycée, on va le lancer à partir de l'année 2000. Il y a eu juste 2 expériences qui avaient eu lieu, mais il n'y avait pas un lycée structuré et tout ça. Donc, je lui ai dit, je rentre, je continue à habiter seul parce que j'ai pris l'habitude d'habiter seul, je veux avoir mon indépendance forcément parce qu'à cet âge-là, 24 ans, bon, forcément, on ne veut pas retourner nécessairement dans le foyer familial, on veut être indépendant. Et puis, sur le plan professionnel, j'enseigne l'informatique au niveau du collège, puis par la suite, je l'ai fait aussi au niveau du lycée, je le fais en anglais. Et puis, voilà, donc, et je crée ma propre entreprise à côté que je vais développer dans le secteur informatique, dans le consulting informatique, dans le développement de logiciels, etc., etc. Il me dit, c'est bon, donc très bien, vas-y, tu rentres. Et c'est comme ça que je suis rentré et que j'ai débuté en tant qu'enseignant d'informatique au sein de l'école en septembre 2000. En septembre 2000, je débute au sein de l'école en tant qu'enseignant d'informatique pour les classes du collège et puis par la suite, bien évidemment, pour les classes du lycée par la suite. Donc, premier poste de responsabilité que j'ai eu, je l'ai eu en tant que professeur d'informatique. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que chemin faisant, j'ai créé mon entreprise que j'avais d'ailleurs appelée Early. Early, it's never too late. It was the slogan of the company. Par rapport à Early, mais ce n'est jamais trop tard de vous investir en informatique, de vous équiper en matériel et de vous moderniser, on va dire. C'était quoi le business plan? Pour être honnête, il n'y en a jamais eu un de concret comme on connaît aujourd'hui ce que c'est que le business plan, etc. C'est-à-dire, parce que l'entreprise que j'avais créée, elle était, on va dire, elle ne s'est pas développée. Et elle ne s'est pas développée pourquoi? Parce que je me suis retrouvé dans une situation où j'étais tellement absorbé par ce qu'on faisait à l'école
que finalement j'avais plus le temps pour autre chose. Et j'ai commencé à aimer ce qu'on faisait à l'école. C'est ça le truc. Parce que j'avais une très très bonne relation avec mes étudiants, mes élèves à l'époque, et on était très proches en termes d'âge, etc. Et on s'entendait très très bien. Et on va dire, j'apportais un son nouveau, un petit peu d'américanisme, on va dire, dans l'approche de l'enseignement, dans la relation que j'avais avec les élèves. À l'époque, il y a eu, juste à titre d'exemple, une petite anecdote, pendant la guerre du Golfe, où tout le monde sortait dans la rue pour faire des émeutes, etc. Ici au Maroc, moi j'ai dit aux élèves, on va le faire différemment. Donc on est rentré sur le site de la Maison Blanche, de White House, et puis après on a pris l'adresse email et on a tous envoyé des emails à George W. Bush à l'époque. Et donc c'était un petit peu différent, c'est-à-dire mes approches étaient différentes au niveau de la relation que j'avais avec les élèves et au niveau des activités qu'on commençait à mettre en place et tout ça. Et donc ça commençait à me plaire. Et en même temps, donc en plus des cours que je faisais, j'assistais aux réunions avec mon père, le directeur, donc avec M. El-Araki. J'assistais à des réunions avec lui, j'écoutais, j'apprenais, et en même temps j'avais mon mot à dire. À chaque fois, j'avais des propositions. Et si on faisait ceci comme ça, et si on faisait ceci comme ça, et si on changeait ceci, etc. Et donc ça commençait vraiment à me prendre, à m'occuper, à me plaire, à me préoccuper aussi, parce que je voyais des pistes d'amélioration à chaque fois. Et du coup, Early n'a jamais décollé, quoi, en tant qu'entreprise. Et de fil en aiguille, donc j'ai enseigné de 2000 jusqu'à 2003. Là où on a commencé à réfléchir justement à développer l'école, à créer une autre école. Donc le campus El Nakhil va voir le jour en 2004. Et c'est comme ça, voilà. D'accord, voilà. Donc, vous avez intégré l'école en 2000. 2000, septembre 2000, exactement. Ça fait 23 ans d'expérience à l'école. Et vous allez le remarquer, mais j'essaie d'avoir une progression un petit peu chronologique dans l'ordre des questions. Après, tout au long de ces 2000, que pensez-vous être les événements, peut-être les 3 ou les 2, ça dépendra, mais les événements les plus importants et qui ont marqué l'histoire de l'école dans cette période T? Alors, je ne sais pas si on peut les résumer en 2 ou 3 événements. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'école, lorsqu'elle a été créée par rapport à un état d'esprit, par rapport à une philosophie. Elle a été créée, comme vous le savez peut-être, vous le savez certainement, de toute façon c'est écrit sur toutes les façades, en 1983. Et lorsque l'école a été créée, elle a été créée en se basant sur 5 piliers, parmi lesquels la performance en tant que pilier central et la responsabilité de tout un chacun. Et donc l'idée, c'était de former des citoyens responsables, preneurs d'initiative, performants, etc. Sur différents aspects. Alors, quand j'ai intégré l'école, comme je l'ai expliqué, il n'y avait pas encore le lycée, donc il y avait que 2 expériences qui avaient précédé, avec mon frère et ma sœur qui avaient continué à être scolarisés au sein de l'école jusqu'à ce qu'ils aient eu leur baccalauréat. Et puis après, on a commencé à structurer le lycée. Le fait est que on a commencé à réfléchir à comment justement faire de l'établissement El-Araki un établissement d'envergure, on va dire, internationale. Et c'était ça mon rêve et mon objectif dès le départ. Dès le départ, ça c'était de continuer à construire cette renommée d'une manière progressive, petit à petit, et que l'école puisse avoir un rayonnement. Et c'est bien pour l'école, c'est bien pour les élèves de l'école et pour bien évidemment les diplômés de l'école. Alors, peut-être que le premier événement, c'est que j'estime a contribué pendant les 20 dernières années à forger, on va dire, l'ADN de l'école, c'est la création du logo de l'école. Ça peut te paraître bizarre, mais c'est un logo qui est significatif parce qu'on était à un tournant à ce moment-là. Il fallait décider d'un emblème, quelque chose. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est presque naturel que toutes les écoles aient leur logo. À l'époque, il n'y avait pas une seule école qui avait son logo. On était les premiers. C'était le souffle américain du marketing. C'était le souffle américain, si tu veux. C'était un petit peu, bien évidemment, parce que j'ai évolué dans cet univers universitaire américain. C'était d'apporter justement ces touches qui contribuent à créer cet esprit d'appartenance, parce que plus on se sent
dans le groupe, plus on se sent appartenir à ce groupe, plus on se sent protégé et mieux on performe, etc., etc. Donc c'est pas de l'américanisme pour du pur américanisme, c'est ce qui est, on va dire, bien dans la culture américaine, dans le sens où il y a des pratiques desquelles on peut s'inspirer, justement pour pouvoir améliorer le travail que nous faisons. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que le marketing m'a énormément aidé, mes études de management m'ont énormément aidé, et mon expérience américaine était extrêmement importante. Et donc, la création du logo, pourquoi elle est importante? Parce qu'il fallait illustrer cette philosophie de l'école qui existait depuis la création, où il y a la responsabilité, l'initiative, etc. Il fallait l'illustrer dans un logo, dans un emblème qui allait rassembler tout le monde et dans lequel tout le monde va se reconnaître. Et donc, comme vous pouvez votre logo, vous le connaissez. J'ai travaillé dessus, j'ai travaillé énormément dessus, et puis on a réuni une commission pour se mettre d'accord sur ce logo et on l'a adopté. Alors, il faut savoir que les trois couleurs, le jaune, l'orange et le vert, c'est des couleurs traditionnelles de l'école, anciennes, depuis la création. Lorsqu'il y avait les voitures de transport de l'école, les trois couleurs qui existaient dans les voitures de transport, il y avait trois bandeaux, et c'était ces couleurs-là, le jaune, l'orange et le vert. Donc, j'ai capitalisé dessus, et on a créé ce logo qui correspondait aux trois cycles, la maternelle, le primaire et le secondaire. Et il fallait choisir un emblème. Donc là où j'étais, à l'université où j'étais, UCF, l'emblème de l'université, c'était le Pegasus, le cheval avec le cheval ailé. Et j'ai commencé à réfléchir justement à la signification du Pegasus là où j'étais, et puis après, quel, on va dire, animal allait représenter le mieux les valeurs de l'établissement, et le choix est très vite tombé sur l'aigle, en fait. D'accord, l'aigle, comme tu le sais, donc aujourd'hui on parle des aigles, le nid des aigles, etc. Donc tout ça, ça s'est développé au fur et à mesure. Alors le choix est tombé sur l'aigle, donc naturellement on a été, après une réflexion, il faut dire que le logo il a été créé à 5 heures du matin, donc quelque part il a été rêvé, et j'ai sursauté, c'est comme... C'est vous qui avez fait les graphismes? C'est moi qui ai fait le graphisme, et ça a été fait sur PowerPoint. Tout a été fait sur PowerPoint, que du PowerPoint, il n'y avait pas eu de... rien du tout, c'est du pur PowerPoint, parce que c'est le seul logiciel que je maîtrisais moi à l'époque. Je ne maîtrisais pas, enfin, à l'époque, il n'y avait même pas de Photoshop, je pense. Ou peut-être les premières versions de Photoshop. Mais je ne le maîtrisais pas, en tout cas. Et donc, ça a été fait sur du PowerPoint. Et là, donc, c'est le petit aiglan qui rentre dans cet espace. L'espace qui est la couleur bleue, la sérénité, donc, l'encadrement. Donc, on dit, on est encadré au sein de l'école. Donc, l'école, c'est l'espace bleu. Et c'est bleu parce que c'est serein, c'est la couleur de la sérénité. Et puis l'aiglan qui évolue et qui mûrit pour devenir vert, justement. Donc les couleurs à l'école, après, ils n'étaient pas dans cet ordre-là, c'était jaune, vert et orange. Maintenant, après, on a inversé les couleurs pour que ça puisse signifier justement la maturité pour la couleur verte. Et un aigle qui prend son élan et qui sort de cet encadrement, mais sans jamais quitter l'école, qui reste toujours attaché à cette école. Mais donc, on doit le percevoir comme un mouvement. C'est un mouvement. Non, c'est un mouvement. C'est un mouvement. C'est le petit aiglan qui devient un aigle et qui grandit et qui prend son élan et qui sort. C'est effectivement un mouvement. D'accord. Et dans le logo animé, en fait, c'est un mouvement. Mais on n'a jamais, après, le logo, tu peux pas l'animer non plus parce que ça, c'est pas ça. Mais après, l'ensemble aussi, ça fait un E pour la lettre El Araki. Oh c'est oui. le E d'El Araki. Mais Je découvre beaucoup de choses. Ouais, mais le logo, si tu fais comme ça, si tu le retournes un tout petit peu comme ça va te faire E. Et on va aller encore plus loin, parce que l'orientation de l'école, elle a toujours été une orientation un petit peu, on va dire, socialiste, un petit peu, parce que c'est même la raison même de l'existence de l'école, c'est en 74, Monsieur Araki, qui était enseignant, le directeur fondateur qui était enseignant au sein de l'enseignement public, il a été avec de ses amis pour inscrire son enfant à l'école des sœurs. Et puis l'une des bonnes sœurs est sortie pour dire pourquoi vous autres Marocains vous créez pas vos propres écoles privées. Et là, il a juré de le faire. Et 9 ans après, il va créer son école. Donc, il prend sa retraite à l'âge de 37 ans, parce qu'il a commencé à enseigner très jeune. 21 ans après, 37 ans, donc il prend la retraite anticipée. Et il crée l'école en 83. Et c'était un pionnier à l'époque. C'était un pionnier. C'était la première école privée de Marrakech après l'école des sœurs, en fait. Ah bon?
à Marrakech. Il n'y avait pas d'autre école, mis à part quelques maternelles ici et là, mais la première école primaire privée à Marrakech, après l'école des sœurs, c'est l'école Iqra qui deviendra l'école El Araki par la suite. D'accord. Et donc le logo, comme tu peux le voir, le mouvement il est de droite vers la gauche, pas de gauche vers la droite. Donc c'est un aigle qui vole vers la gauche qui signifie union, socialisme, union, si tu veux, quelque part. Mais après c'est juste un petit clin d'œil à l'orientation de l'école qui appelle à la cohésion et à la solidarité, même dans l'entrepreneuriat, même dans tout. Mais on est beaucoup plus, on va dire. Orienté gauche qu'orienté à droite. Voilà, donc. C'est intéressant de voir le background politique. C'est pour ça que je dis effectivement, le background politique est très intéressant aussi, et c'est pour ça que je dis la création du logo qui va résumer toutes ces valeurs-là est un moment important au sein de l'école. Pourquoi? Parce que ça résume. Et à partir de là, ce logo qui devient un fédérateur, qui fédère un petit peu toutes ces idées, de là va germer plein de choses. De là va germer on va après décrire la philosophie de l'école, on va la décliner, on va la rediscuter, ça va avoir un impact sur la manière de réfléchir au sein de l'école etc. Donc c'est un moment clé, très important cette année-là, donc en 2002, je pense, 2001-2002. Donc, une année après que je sois rentré des États-Unis, donc il y a eu la création de ce logo. Voilà, donc ça c'est le premier moment. Après, donc, dans l'historique, on va dire qu'il y a eu la création de Nakhil, donc où on passe d'une école avec un seul campus à une école avec 2 campus. Mais à l'époque, on parlait de El Araki 1 et El Araki 2. D'accord? Et donc, il n'y avait pas encore cette idée de campus. Et on a créé le campus dans lequel vous êtes, donc qui était à l'époque, en 2004, lorsqu'il a été lancé, il a été pensé en tant que lycée, mais qui a abrité des élèves du primaire et des élèves du collège pendant des années, une très longue période, parce que l'Araki al-Nakhil ne devient lycée qu'il y a de cela, récemment. Il y a de cela. Pour l'anecdote, j'allais m'inscrire en 3e année collège. Quand j'allais m'inscrire, j'étais venu en première essai m'inscrire à El Araki al-Nakhil. Et ma promotion, c'était la dernière promotion à El Araki al-Nakhil, donc j'ai dû m'inscrire à El Araki ici, puis d'accord, voilà. Donc tu vois, mais le fait est que El Araki al-Nakhil, depuis 2003-2004, lorsqu'elle a été créée, elle a été créée pour être que lycée, et pas pour être primaire, collège, lycée. Mais elle n'a pu devenir lycée que récemment, comme tu vois. Donc ça prend du temps. Le temps scolaire, le temps dans une école est différent, on va dire, du temps de l'évolution d'une école est différent du temps de l'évolution des entreprises, on va dire, dans d'autres secteurs. Voilà, donc après, ça c'est par rapport à l'historique de l'agrandissement, on va dire, de l'école par rapport en termes de nombre de campus. Il y a eu un événement majeur qui a marqué aussi l'ADN de l'école, c'est bien évidemment notre histoire avec Round Square. Ouais. Et notre ouverture sur le monde qui a toujours existé. Alors, on a toujours aspiré en tant qu'établissement, depuis la création, depuis les années 2000, etc., à avoir des relations avec des écoles ici et là. Mais c'était sporadique, c'était pas structuré, on va dire, dans le sein d'une organisation ou d'un forum. Alors, en 2008, nous rentrons en contact, ou plutôt c'est la personne Monsieur Chris Hunter, directeur à l'époque de l'Ermitage en France, on reçoit un mail par rapport à une demande de collaboration. Et pour faire court, le directeur de cette école en France, qui est un très bon ami à moi aujourd'hui, et un Américain qui dirigeait une école en France, nous a contactés pour une future collaboration. Donc on l'a invité, il est venu, il a passé quelques jours avec nous, et c'est à la fin de son séjour qu'il nous dit voilà, donc au fait, ce qui l'intéressait, c'est voir si on était prêt et on était capable, ou là on voulait intégrer cet organisme qui s'appelle Round Square, etc. Donc et là je fais très court parce que je pense que si on veut parler de cet événement, il faut vraiment faire un épisode réservé rien qu'à Round Square et rien qu'à cet événement-là. Alors on part en tant qu'école observatrice à Vancouver, à Victoria, au fait, sur la côte au Canada, sur la côte ouest du Canada, du côté de Vancouver, pour assister à une conférence Round Square.
et pour voir à quoi ça ressemblait. Et pour échanger justement avec les directeurs, etc. Donc mon épouse et moi, nous y allons. Et là, je tombe vraiment amoureux de cette organisation. Pour plusieurs raisons. Et la raison principale, c'est que j'ai vu pendant cette conférence ce à quoi j'aspirais exactement pour mes élèves à l'époque. Je voyais de l'autonomie, je voyais de l'indépendance, je voyais de l'audace, je voyais de l'initiative, je voyais toutes les valeurs que nous essayons de prôner au sein de l'école, je les ai vues sur le terrain, je les ai vues en œuvre chez ces élèves-là. Tout était fait par les élèves, comme ce que vous faites aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, c'était pas courant au sein de l'école. C'était l'administration, les professeurs organisés, les élèves faisaient, etc. C'était un schéma classique. Bien évidemment, les choses ont évolué depuis. Et là, je tombe vraiment amoureux et ça change complètement l'ADN de l'école. Et là, en intégrant justement Round Square en tant que membre régional en 2008, puis après en tant que membre international en 2013, après quand même 5 ans, j'ai voyagé énormément avec des élèves. On a visité des écoles en Afrique du Sud, en Allemagne, en France, aux États-Unis, en Angleterre. Donc on a vu beaucoup d'écoles et on a échangé, on a reçu des élèves, on a envoyé des élèves. Et ça a marqué l'ADN de l'école. D'accord? Et voilà, donc ça c'est un événement majeur parce que après on commençait à parler de la philosophie fondatrice de l'école, les 5 piliers fondateurs, la responsabilité, l'initiative, la créativité, l'imagination, la performance, les 5 piliers, plus les 6 piliers de Round Square que vous avez sur la façade de votre campus, les ideals, les fameux ideals. Et tout ça, ça a commencé à mijoter vraiment et à se développer au fur et à mesure. Nous avons bien évidemment organisé pas mal de conférences Round Square, déjà nous aussi. Nous en organisons une cette année aussi, forcément, vous le savez. Fin février, début mars. C'est ça, c'est ça. De toute façon, les dates, je ne me rappelle pas exactement, mais je pense qu'il va falloir faire une émission peut-être aussi là-dessus, parce que ce sera une très belle conférence. Nous avons beaucoup d'écoles qui ont postulé. Ça sera aussi une très bonne opportunité pour avoir des invités internationaux. Oui, ils vont être là, bien sûr, bien sûr. De toute façon, on a organisé on a été l'école qui a organisé la dernière conférence juste avant le Covid. On a organisé la conférence et la semaine d'après, il y a eu fermeture des frontières, Covid, etc. Et donc là, on reprend, on organise cette conférence cette année aussi. Et ce que je disais, c'est que les choses ont continué à évoluer. Et puis, l'autre événement qui est, on va dire, très important, c'est lorsque on a décidé d'élargir l'école et parce que à voyager, pourquoi Round Square c'est important et parce que ça nous a permis de voir ce qui se passe aussi ailleurs et de commencer à benchmarker à l'échelle internationale et d'aspirer à être une école d'envergure internationale. On ne voyait plus que la meilleure école à Marrakech, la meilleure école au Maroc. Non, c'est pas ça qui nous intéressait. On voulait vraiment donner la possibilité à nos élèves d'évoluer au sein d'une structure qui n'a rien à envier à ce qui se passe à l'international. D'accord? Et c'est la raison d'exister, la raison même d'exister, la raison même d'être, je veux dire, de El Araky SDH. À un certain moment, on s'est dit, bon, on veut quelque chose de grand, on veut quelque chose de conséquent, et donc on a commencé à chercher un grand terrain, 1 hectare ou plus. Donc Google Earth, on cherchait, on a trouvé El Araky SDH. Donc là aussi, c'est une histoire assez longue, mais je la fais très court. On a acquis le terrain, et donc on passe de 2 unités à 3 unités, et on passe à l'SDA. Et là, El Araky 1 et El Araky 2 disparaissent pour devenir El Araky Isil, El Araky Nakhil, El Araky SDA, parce qu'on ne pouvait pas faire 1, 2, 3, ça ne voulait plus rien dire. Ouais. Qui est 1, qui est 2, qui est 3. Ça rejoint aussi la politique socialiste de l'école. Il y a El Araky, il n'y a pas El Araky 1, El Araky 2. Voilà, donc ça, non, honnêtement, c'est plus ça. Non, c'est tout simplement, on s'est dit El Araky et on va y référer selon le nom du quartier où elle se trouve. Ouais. El Araky Isil se trouve à Isil, El Araky l'SDH se trouve à l'SDH, El Araky Nakhil se trouve à Nakhil. Et donc c'est ça. Et donc ça, c'est un événement majeur, forcément, dans l'évolution de l'établissement. Et puis, il y a le dernier en date, forcément. Après, avec le Covid, un autre événement, parce que là, c'est, pour ne rien vous cacher, comme tout le monde, j'ai eu peur. J'ai eu peur par rapport à tous mes élèves. D'accord? Et j'ai commencé à me poser des questions. Je me disais, si jamais on continue à fermer comme ça, si jamais on continue à ne pas pouvoir revenir à l'école en présentiel, que va-t-il se passer?
Et donc, c'est là où nous avons cherché un partenaire aux États-Unis, c'est là où nous avons lancé la double diplomation pendant le Covid, c'est là où on a commencé à réfléchir c'est la première fois où on a pensé à structurer la double diplomation, parce qu'on a fait des expériences avant, avec baccalauréat marocain, baccalauréat français. Tous les élèves n'ont utilisé que leur baccalauréat marocain. Mais ce qui était bien avec le double diplôme, c'est que lorsqu'on a jeté un coup d'œil lorsque j'ai jeté un coup d'œil sur leur programme, sur le contenu du programme, sur la manière dont les programmes sont administrés, j'y ai vu de la valeur ajoutée indépendamment du diplôme. Donc même si on ne va pas vers le diplôme, même si le diplôme ne sert à rien à proprement dit, le fait est que après avoir choisi certains modules qui peuvent être utiles pour l'après-baccalauréat, ça ne peut être que du bénéfice. Et donc, vu que c'était une bonne opportunité, on l'a saisi. Et donc, avec cette ouverture internationale, on se transforme, là, on passe de établissement El Araki pour l'éducation et l'enseignement à El Araki International School of Morocco. Et donc, on devient international. Pourquoi? Parce qu'on a cette ouverture à l'international via Round Square. On a cette possibilité de s'ouvrir à l'international via cette organisation. On a cette possibilité de double diplomation. Et on intègre pour la première fois la possibilité, dans notre philosophie d'école, la possibilité on commence à réfléchir à comment est-ce qu'on peut accueillir même des enfants d'expats, c'est des enfants étrangers, des enfants d'une autre culture, même si on en avait avant. On commence à l'intégrer autant qu'approche pour dire très bien, des Français s'ils veulent venir étudier chez nous, ils peuvent, des Américains, etc. Et donc, de la même manière que nous, si on va chez eux, on va étudier l'anglais ou donc les matières en anglais, etc. Donc, il faut que lorsque les Américains viennent s'installer au Maroc, puissent avoir aussi le choix d'aller dans une école marocaine et étudier la langue arabe autant que telle, étudier la langue française autant que telle, puisqu'elle fait partie de notre culture, etc. Et donc, une école marocaine, internationale, qui peut même s'exporter par la suite, pourquoi pas. Alors, de fil en aiguille, une opportunité se présente par rapport à un bâtiment donc, que nous avons loué et là, on crée des Anglo Schools qu'on a lancé cette année. Alors, dit Anglo School, c'est une continuité aussi de cette aventure qu'est El Araki International School of Morocco, où justement les matières scientifiques sont enseignées en anglais dès la maternelle et où les élèves au lycée vont devoir préparer et le baccalauréat marocain en anglais et le diplôme des American High School Diploma en parallèle, mais c'est obligatoire à l'Anglo School, contrairement à El Araki Nakhil, où les élèves ont le choix. Ils peuvent choisir de faire les deux, comme ils peuvent ne pas le faire. D'accord? Mais là-bas, c'est différent. Dans ce sens. D'accord? Donc, voilà. Donc, pour raconter un petit peu j'espère que je suis pas trop long, hein, mais non, pas du tout. C'est hyper intéressant et je pense que dans la chronologie de questions, nous nous retrouvons maintenant dans le futur, mais dans le présent, mais aussi en ayant un œil et une vision sur le futur et sur les horizons que peut avoir l'école. C'est pour cela que je veux vous demander tout d'abord votre diagnostic sur l'état actuel de l'école, vos remarques, vos appréciations, mais aussi vos visions et vos projets pour le futur. Écoute, c'est assez compliqué, hein. Ça va être... Mais bon, je vais essayer de résumer. Comme tu le sais, nous avons dans l'ADN de l'établissement, notre slogan même nous dicte un comportement. Alors, pour nous, si tu me demandes est-ce que l'école aujourd'hui est mieux qu'hier, absolument. D'accord? Est-ce que l'école demain va être mieux qu'aujourd'hui? C'est ce à quoi on aspire. On voudrait que ce soit le cas. Et malheureusement pour nous, ou là, heureusement, j'en sais rien, c'est notre ADN. Donc, celui qui ne progresse pas régresse. Et donc, aujourd'hui, l'école, elle est, c'est-à-dire, elle est là où elle est. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Certainement. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Est-ce que je suis satisfait de là où on est? Certains me disent que je suis l'éternel insatisfait. Mais est-ce qu'aujourd'hui on est mieux qu'hier? Oui. Dans ce sens, oui, je suis satisfait. Est-ce que des choses peuvent être améliorées? Est-ce que demain on va faire mieux sur plusieurs aspects? Absolument. Absolument, on pourra. Ce dont je suis absolument fier,
c'est justement de voir l'ADN et l'état d'esprit de nos élèves, peut-être pas tous, ou à lesquels on va dire la majorité, c'est le climat qui règne. D'accord? Maintenant, après, il y a toujours des exceptions, forcément. Et bien évidemment, de nos ambassadeurs. À chaque fois que je rencontre des ambassadeurs, des anciens de l'établissement, ils s'en sortent merveilleusement bien, ils sont très bien là où ils sont. Et ils brillent là où ils sont. Et je sens, et je suis pas le seul, on sent qu'il y a un trait commun, un caractère commun à tous ces élèves-là qui sont passés par cette école. Cet après-midi, on a assisté à une conférence et on a assisté à un témoignage spontané de la part de la conférencière. Ouais. D'accord? Il a témoigné spontanément par rapport au comportement des élèves. Et ce témoignage-là, je l'ai eu encore et encore et encore de la part de beaucoup d'intervenants qui viennent intervenir au sein de l'école, que ce soit pour présenter leurs écoles d'enseignement supérieur, que ce soit pour venir présenter une conférence, etc. Et donc, on sent qu'il y a quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose et qui va au-delà de la formation académique, qui va au-delà de... Et ça, je n'en peux qu'être fier. À chaque fois, on essaie d'améliorer, bien évidemment, au fur et à mesure. Quelles sont les perspectives d'avenir? On va dire de nature, moi j'ai jamais été fermé à l'évolution et dire voilà, je vais me contenter de ce qu'il y a et puis après ça s'arrête là. Non. Quand une opportunité se présente, je prends le temps de réfléchir. Et il faut réfléchir, etc. Si je pense que c'est une opportunité à saisir, j'hésite pas. J'ai eu, et on a pas mal de propositions par rapport au développement de l'école. Beaucoup nous ont demandé d'ouvrir des antennes à Casablanca, à Rabat, à Tanger, à Agadir, dans d'autres villes. D'ailleurs, même la semaine dernière, pas la semaine dernière, en début de semaine, j'ai été contacté par des entrepreneurs à Casa qui veulent une antenne de Anglo School à Casablanca, etc. Est-ce qu'on va le faire? Non, je pense pas, parce que bon, c'est trop tôt encore une fois pour le faire, parce qu'il faut savoir faire les choses en temps et en heure, correctement. Mais la question qui se pose réellement est la suivante. On sait depuis maintenant 40 ans, parce que c'est la même chose, sauf que ça s'améliore. Depuis la création de l'école, cet ADN et cet état d'esprit que nous inculquons aux élèves. Ah oui, j'ai oublié de dire en fait, par rapport aux événements marquants aussi dans l'histoire de l'école, c'est lorsqu'on a décidé de passer à cette histoire d'accréditation, qu'on a commencé à accréditer. Donc on a évolué vers la philosophie de l'école, on a le serment, tout le monde jure de protéger ses valeurs, etc. Parce que nous estimons que notre rôle et notre devoir principal, ou notre mission principale, c'est l'éducation. Tant qu'on a des Marocains, des jeunes Marocains qui sont imprégnés de ces 7 principes fondamentaux de la philosophie de l'établissement, ces valeurs-là, et qui propagent ces valeurs à travers la société, quel que soit le métier qu'ils vont exercer par la suite, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Et donc pour nous, c'est une mission importante. D'ailleurs, quand j'étais enseignant et je parlais à mes élèves, votre directeur en faisait partie, je leur disais, je penserais que j'aurais accompli ma mission pour moi le jour où l'un d'entre vous deviendra Premier ministre au Maroc. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de chef de gouvernement, il n'y avait que le Premier ministre. Et donc aujourd'hui, c'est effectivement, bon, je t'ai entendu dire tout à l'heure pendant la conférence que tu veux intégrer la politique. Si tu deviens chef de gouvernement, pour moi, je vais prendre, le jour où tu deviendras chef de gouvernement, je prendrai ma retraite. Ne vous inquiétez pas. Donc pour te dire encore une fois, si on arrive, et là je crois vraiment dans le rôle de l'école, et quand je dis toi ou l'un de tes camarades, c'est-à-dire et pourquoi chef de gouvernement? Parce que j'estime que un chef de gouvernement doit être capable, ou est censé être capable, d'influencer la société à travers les décisions qu'il va prendre et à travers la politique qu'il va insuffler. Bon, ça peut être aussi d'autres postes politiques ou d'autres postes dans différents secteurs. Mais s'il le fait à travers le prisme des valeurs qu'il aura apprises ici au sein de cette école, ça veut dire qu'on aura gagné notre pari. C'est ça l'idée. Et donc, la question qui se pose par rapport à l'évolution de l'école, et comme je l'ai dit toujours, est-ce qu'on fait de l'entreprise pour gagner de l'argent ou est-ce qu'on fait de l'argent pour gagner de l'entreprise? Parce que c'est très important cette dichotomie.
plus on peut évoluer et plus on peut faire bénéficier à travers différents campus, à travers une extension, et si on peut continuer à maintenir une bonne qualité de travail, une bonne qualité de formation, une bonne qualité d'encadrement, le plus grand nombre on peut toucher avec la philosophie de l'école, le plus de chances on aura de mettre quelqu'un à la tête du gouvernement. Oui. Tu vois? Et donc, s'il faut aller ouvrir une école à l'Ayoun, s'il faut aller ouvrir une école à Dakhla pour avoir plus de chances, d'avoir plus de responsables, plus de gens bien formés, plus de gens bien éduqués, on le fera. Sans que ça soit au détriment de la qualité, sans que ça soit au détriment de la philosophie de l'école, bien évidemment. Donc les perspectives d'avenir, c'est ça. Ça, c'est par rapport à la quantité. Par rapport à la qualité, nous avons aujourd'hui une philosophie. Nous avons une ADN qui est là, nous avons une philosophie, et à chaque fois qu'il y a une initiative qui peut être prise et qui peut améliorer, justement, l'imprégnation de ces valeurs-là, on n'y dit pas non. Donc, tu veux prendre une initiative, un enseignant veut prendre une initiative, un élève veut prendre une initiative. La question qui se pose, est-ce que cette initiative qui va être prise va permettre d'éduquer à l'une ou à l'ensemble ou à quelques-unes des valeurs de l'établissement? À quel principe cette initiative va servir? Est-ce qu'elle va servir à éduquer à l'inclusion? Est-ce qu'elle va servir à éduquer au respect de l'autre? Est-ce qu'elle va améliorer l'esprit de leadership? Est-ce qu'elle va éduquer à la solidarité, etc. Si la réponse est oui, à ce moment-là, elle se met en place. Si la réponse est non, elle est réfléchie de telle sorte à ce qu'elle puisse répondre à la philosophie de l'école et elle peut être mise en place. Voilà. Je vois alors, M. Younes, merci énormément. Je vous en prie. Chers auditeurs, merci pour votre attention. Ça sera tout pour aujourd'hui. Retrouvons-nous vendredi prochain, même heure. Et sur ce, je vous dis bonne journée. La radio des aigles.